contrebande et même la piraterie. Au XVIIIe siècle, Newport, l'une de ses principales villes portuaires, était un véritable repère pour les capitaines peu scrupuleux, les aventuriers de fortune et les marchands exotiques. Le Rhode Island, c'est une histoire qui commence avec un homme, Roger Williams. En 1636, ce pasteur puritain est banni de la colonie du Massachusetts. Son crime, avoir osé remettre en question l'autorité religieuse et demander une séparation stricte entre l'Église et l'État. Alors plutôt que de rentrer en Angleterre, Roger Williams décide de se créer sa propre colonie. Il négocie avec les tribus Narragansett pour fonder la ville de Providence qui deviendra le noyau du futur État. Son idée est radicale, créer une société où chacun peut pratiquer la religion de son choix, ou même ne pas en pratiquer du tout. Une société où le pouvoir civil ne se mêle pas de la foi. C'est unique à l'époque, et c'est ce qui va faire du Rhode Island un refuge pour toutes sortes de minorités, les Quakers, les Juifs, les catholiques, les athées, tous ceux que les autres colonies ne veulent pas voir. Ce fondement libéral va marquer durablement l'identité politique du Rhode Island. Mais l'histoire n'est jamais simple. Derrière cette tolérance religieuse se cache une autre réalité bien plus sombre. Au XVIIIe siècle, le Rhode Island devient l'un des centres du commerce triangulaire. Ces navires partent d'Afrique avec des esclaves, les échangent contre du sucre dans les Caraïbes, puis rentrent aux États-Unis pour vendre les produits raffinés. Ce commerce immoral fait la fortune de familles entières à Newport et à Bristol. On estime que plus de 60% des expéditions américaines dans la traite négrière sont parties du port du Rhode Island. Un paradoxe criant dans un État pourtant fondé sur la liberté individuelle et une blessure historique encore mal refermée aujourd'hui. Au XIXe siècle, le Rhode Island continue de cultiver sa différence. En 1842, une crise éclate autour du droit de vote. À cette époque, seuls les hommes blancs propriétaires fonciers ont le droit de voter. Une large partie de la population est donc exclue du processus démocratique. Un avocat nommé Thomas Dorr mène une fronde. Il organise une élection parallèle, rédige une nouvelle constitution et tente pacifiquement de renverser le gouvernement légal. Il est emprisonné, mais son combat n'est pas vain. Quelques années plus tard, le droit de vote est élargi. C'est ce qu'on appelle la révolte de Dorr, un épisode oublié de l'histoire américaine, mais symbolique d'un État qui a toujours voulu écrire ses propres règles. À la fin du XIXe siècle, changement de décor, le Rhode Island devient un terrain de jeu pour les milliardaires de la côte Est. Newport, en particulier, devient le refuge estival des familles Vanderbilt, Astor et consorts. Ils y font construire des demeures extravagantes qu'on appelle ici des mansions. Ce sont de véritables châteaux à l'européenne, en marbre, en or, avec des dizaines de pièces et des escaliers dignes de Versailles. Aujourd'hui, ces maisons sont ouvertes au public. The Breakers, construite par la famille Vanderbilt, attire chaque année des milliers de visiteurs. Elle offre un aperçu saisissant de l'opulence de l'âge d'or américain, une époque où un dîner mondain coûtait plus cher qu'un an de salaire pour un ouvrier. C'est assez impressionnant de voir une telle richesse. Dans les années 50, Newport continue de se réinventer. Elle accueille le tout premier Newport Jazz Festival, devenu mythique depuis. C'est ici que Miles Davis fait son grand retour en 1955, que Duke Ellington enflamme la scène et que Ella Fitzgerald conquiert le public. C'est aussi à Newport qu'en 1965, un certain Bob Dylan électrifie sa guitare, provoquant la stupeur des puristes du folk. Un moment charnière de la culture musicale américaine. Côté mer, la ville devient également un haut lieu de voile de compétition. Newport a accueilli plusieurs éditions de la Coupe de l'América, l'une des plus prestigieuses courses de voiliers au monde. Le Rhode Island est un État qui aime les chemins de traverse. Il est le dernier des 13 États fondateurs à avoir ratifié la Constitution américaine, mais aussi le premier à avoir adopté une loi contre l'esclavage, même si celle-ci est restée lettre morte. Il a été en avance sur des sujets comme l'union civile ou le mariage homosexuel. Il possède encore certaines lois étranges, comme celle qui interdit au commerce d'ouvrir le dimanche matin, sauf si vous vendez du lait ou des journaux. Bref, un laboratoire de contradictions, de liberté et de surprises.
Alors, pour finir cet épisode sur le Rhode Island, on va revenir sur cet état en chiffres, hein, comme d'habitude, pour un peu synthétiser tout ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 4000 mètres carrés, donc c'est aussi grand que les Pyrénées-Orientales, donc le plus petit état par la taille, hein. Littoral, 640 km de côte, avec la baie du Nagaran-7 et ses nombreuses îles. Le point culminant du Rhode Island, c'est 247 mètres avec le Jerimoth Hill. 1 100 000 habitants en 2024, 275 habitants au kilomètre carré, donc c'est le deuxième plus densément peuplé des États-Unis après le New Jersey. La capitale, c'est Providence avec 190 000 habitants. Autre grande ville du Rhode Island, c'est Warwick, Cranston, Pawtucket et Newport. Historiquement, l'entrée dans l'Union, c'est le 29 mai 1790. Il est le 13e État, mais le dernier des colonies fondatrices à ratifier la Constitution. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'économie, on est sur 70 milliards de dollars de PIB. Politiquement, cet État est historiquement démocrate, un petit peu comme le Maine, le New Hampshire ou le Massachusetts dans les États que nous avons déjà traversés. À noter aussi le fameux Newport Jazz Festival et le Newport Folk Festival, ça c'est pour la partie culturelle. Une culture qui a un fort héritage italo-américain et portugais. C'était un train d'Amérique, épisode spécial Rhode Island, l'état qui prouve qu'on peut être minuscule et monumental à la fois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à me suivre pour d'autres escales à travers les États-Unis. A très bientôt pour un train d'Amérique. Je vous dis bye bye.